Dans le salon, Henriette parle doucement. Ses souvenirs dessinent peu à peu une autre réalité du monde, celle de nombreuses femmes d'Afrique de l'Ouest. Elle raconte d'abord l'histoire de sa mère, au Bénin. Lorsque son père meurt, le deuil ne signifie pas seulement la tristesse. Dans certaines régions, il ouvre une période appelée Virin, faite de rites, d'interdictions et parfois de décisions prises par la belle famille. Parmi elles, une tradition, le lévira, qui consiste à demander à la veuve d'épouser un frère du mari défunt pour que les biens et la lignée restent dans la famille. Enfin, dans la même famille. Mais la mère d'Henriette a refusé. Elle a choisi sa liberté, même si cela signifiait renoncer à l'héritage de son mari qui était douanier. Un choix courageux dans une société où la pression familiale peut être forte. Henriette évoque aussi d'autres pratiques qui interrogent, comme le repassage des seins, une tradition qui consiste à comprimer la poitrine des jeunes filles pour ralentir leur développement. Certaines familles pensent ainsi les protéger du harcèlement ou des mariages précoces. Pourtant, cette décision a de lourdes conséquences sur leur corps et des blessures invisibles pour toujours, des douleurs physiques insurmontables. Certaines le disent en tout cas. Ces histoires montrent la complexité des sociétés, des, des traditions parfois nées pour protéger, mais qui peuvent aussi enfermer. Et voilà que je bégaye. Puis la conversation change de continent. Henriette parle de son arrivée en Occident, ici, en Amérique du Nord, au Canada. Ici, les rues sont calmes, les maisons fermées, chacun vit derrière sa porte. En Afrique, dit-elle, la vie se fait ensemble. Les voisins passent, les familles s'élargissent, les événements se vivent collectivement. En Occident, on gagne souvent d'autonomie, mais parfois au prix de la solitude. Entre ces deux mondes, Henriette cherche un équilibre, garder la solidarité de la communauté tout en défendant la liberté de choisir sa propre vie. Car au fond, derrière ces traditions, ces migrations et ces débats, il y a surtout des histoires humaines, des femmes, des familles et des choix qui décident peu à peu l'avenir. Aujourd'hui, on vous raconte Henriette. Henriette Sena Hanyome, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue. Bonjour, Comment vas-tu aujourd'hui? ça va. Très bien. Alors, dans un premier temps, j'aimerais te poser quelques questions sur ton enfance. Dans quel contexte familial tu as grandi et quels souvenirs tu en gardes? Et j'ai mon enfance, j'en parle un peu avec difficulté parce que moi j'ai perdu mon père très tôt, à 7 ans, suite à un accident de circulation. Et dans la culture béninoise, parce que mon père il est béninois et ma mère est togolaise, donc dans la culture béninoise, on imposait à ma mère de se remarier avec le frère à mon père ou avec son fils aîné. Donc, ce qu'elle a refusé, ça s'appelle le levira. Et ça ne lui permettait pas de pouvoir rester, de garder ses biens et autres. Donc, c'était une enfance un peu difficile à voir ma mère se battre et nous prendre, nous ramener dans sa famille à elle, au niveau du Togo. En fait, c'est ma grand-mère qui m'a élevée pour la majorité de mon enfance. Donc, c'est un peu ça. Voilà, j'ai grandi euh, dans cet environnement un peu trouble. Donc, ta mère a refusé ce remariage. Comment ça a été perçu au niveau de vos familles? Ben, c'était compliqué parce que mon père, quand même, c'était quelqu'un de... Il avait les moyens. C'était un douanier, donc il avait les moyens, il avait beaucoup de biens. Donc, sa famille n'acceptait pas qu'une étrangère, en griffe, c'est ce qu'il disait, que c'est une étrangère, elle n'est pas béninoise, vienne prendre tout tout ce qu'il a eu au fil des années comme bien. Donc, si elle n'acceptait pas leurs conditions, il gardait tout. Donc, ça a été vraiment une lutte. Ils sont allés au tribunal et ironie du sort, ça n'a jamais été réglé jusqu'aujourd'hui. C'est resté de même. Nous, on a grandi. Notre mère s'est battue de son côté. Elle est rentrée dans le commerce, import-export, à travers les pays. Les amis de mon père qui étaient douaniers lui ont un peu facilité la tâche puisqu'ils étaient à différents postes qui lui permettaient quand même de pouvoir faire son commerce un peu plus facilement. Ils l'ont accompagné financièrement puisque c'est la femme d'un de leurs collègues qui se retrouvait avec 2 enfants de bas âge. Donc c'est comme ça qu'elle s'est battue, puis finalement elle a pu construire une maison et elle a pu comment dire, elle a pu nous payer les meilleures écoles pour qu'on puisse réaliser nos rêves. Et donc, tu as grandi au Bénin? Entre le Bénin et le Togo,
C'était pas facile. D'accord. Est-ce que cet événement, du côté de ta famille béninoise, a cultivé chez toi peut-être une certaine animosité envers ce pays, envers cette culture? Non, bizarrement, quand ma mère a commencé par se retrouver financièrement, elle a construit au Bénin aussi pour nous permettre de ne pas perdre nos origines béninoises. Moi, je parle par exemple le Fongbe correctement. Le Bénin, c'est chez moi. Il y en a qui me trouvent plus béninoise que togolaise, il y en a qui me trouvent plus togolaise que béninoise. J'ai voyagé, j'ai défendu les deux pays à l'international dans le cadre du cinéma. Donc, non, j'ai aucun problème avec le Bénin. Tu te sens autant béninoise que togolaise. J'ai la double nationalité, j'ai les deux passeports. Ouais. Est-ce que cet événement, par rapport au mariage, à ta maman, est-ce que ça te donne envie de te marier plus tard ou pas du tout? J'ai de très beaux souvenirs de mon père. C'était un homme assez tranquille. C'était ma mère qui était beaucoup plus la dame de fer. Elle avait du caractère. Mais mon père était quelqu'un d'assez doux, qui s'est beaucoup impliqué. Il aimait beaucoup ses enfants. Je me souviens, il arrivait que ma mère s'énerve et dise non, moi je cuisine pas, je touche pas à tes enfants, je fais rien. Et il nous prenait, il nous donnait la douche, il cuisinait, il s'amusait avec nous. Donc j'ai de très beaux souvenirs de lui en tant que père. Et moi, c'est le côté béninois que j'ai gardé. Donc tout ce qui s'est passé après, je pense que sa famille, ils étaient beaucoup plus sur tout ce qui était matériel. Puis ça ne m'a pas touchée. Réellement, non. Qu'est-ce que ça fait de grandir en Afrique et aujourd'hui de vivre en Amérique du Nord? Il y a une grosse différence. En Afrique, on est très sociable. On aime vivre en communauté. Et moi, du côté de la famille de ma mère, c'est ce que je connais. Le côté paternel, je ne les connais pas puisque j'ai grandi sans eux finalement. Ce sont des gens qui sont très très liés, très soudés. Mon grand-père du côté de ma mère, c'était un grand homme. Il fut ancien président du Togo pour quelques mois. C'est le colonel Dadju Kleber. Donc il avait beaucoup de femmes, donc beaucoup d'enfants. C'est une très grande famille. Et je les ai toujours vus soudés, ils font tout ensemble, ils se disputent, ils se remettent. Ça fait que c'était une très belle ambiance, j'ai grandi avec ça. Mais ici en Amérique, par contre, quand je suis arrivée, c'était différent, j'étais toute seule. Tu te sens comme isolée. Démunie. Oui, mentalement, il faut être fort pour tenir. Et vraiment aller de l'avant. Est-ce que tu retournes souvent en Afrique? Est-ce que ça te manque? Oui, j'y vais pratiquement chaque année. Et tu comptes t'y installer plus tard ou tu... Oui. Okay. Oui, je compte m'installer plus tard, juste après. Après mon diplôme, je compte avoir quand même un peu d'expérience ici, puis rentrer. Et en quoi tu... Pardon. Ah. Je pense qu'il y a beaucoup à faire en Afrique. Et qu'est-ce que tu étudies ici? J'étudie le journalisme. Je l'avais fait en Afrique. J'ai eu une licence professionnelle en journalisme en Afrique. J'ai travaillé comme reporter d'images dans une chaîne de télévision au Bénin, justement. Puis j'ai été responsable média au Bénin également. Donc j'ai un peu d'expérience. Voilà. J'ai voulu continuer ici en DESS journalisme pour améliorer mon niveau. Et c'est un milieu qui est tout le temps en évolution. Donc il faut s'adapter. Tu nous parlais plutôt du cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui. Au niveau de la licence en journalisme à ISMA, au Bénin, c'est une école d'audiovisuel au Bénin à Cotonou. On nous demande de faire des documentaires parce ils nous apprennent ça aussi. Donc j'ai fait un premier documentaire sur les enfants qui naissent en prison en Afrique. J'ai pris le cas de la prison civile de Lomé où j'étais en visite un jour, puis j'ai vu un petit garçon d'à peine 2 ans, je dirais, qui était au niveau
du compartiment des femmes et qui était derrière les barreaux. Donc j'ai trouvé ça bizarre qu'un petit garçon soit là et qui tenait les barreaux comme les femmes qui étaient là. Et je leur ai demandé ce qu'il fait là et pourquoi il y a un enfant en prison. Elles m'ont dit que c'est sa mère qui est là, qu'il est né en prison. Il a toujours connu la prison. Donc, sa mère est ougandaise. Elle a été arrêtée pour trafic international de drogue. Mais elle était déjà enceinte. Elle a eu son enfant là. Elle ne voulait pas laisser son enfant, puisqu'elle ne connaît pas, c'est pas du tout son pays. Elle est loin de l'Ouganda et elle ne voulait pas du tout laisser son enfant. Donc, c'est comme ça que l'enfant est resté en prison. Donc, j'ai fait ce film qui est un docu-fiction. Je l'ai interviewée et j'ai simulé tout ce qu'elle m'a raconté à travers mon film, qui a quand même fait le tour et a reçu beaucoup de prix à l'international. J'ai quand même fait comme 2 ans de tournée, que ce soit en Afrique, en Europe, puis j'ai achevé ici au Canada. Et quel prix a reçu ce documentaire? Et le documentaire a reçu assez de prix. Ça a reçu le prix du meilleur court-métrage au Festilag. On a été au JCFA au Burkina Faso, qui est organisé par le FESPACO. On a été au JCC Carthage, en Tunisie. On a été au Festival du film africain de Lausanne, celui de Toulouse. On a fait beaucoup de festivals, honnêtement. On a même été sélectionné au niveau de la francophonie. On a fait beaucoup de festivals. Ici au Canada, on a achevé avec le Festival des mots au Nouveau-Brunswick, le Festival international au Nouveau-Brunswick également. C'est un peu ça. Tu dis on, donc vous étiez plusieurs pour ce projet? Non, quand je dis on, c'est le film et moi. Le film et moi. Voilà. Est-ce que ça te donne envie d'en produire d'autres? Est-ce que tu as d'autres thématiques en tête? Oui, mais après, j'ai travaillé sur d'autres films. En 2023, je suis repartie en Afrique où j'ai fait un documentaire, cette fois-ci sur le repassage des seins. En Afrique, c'est une pratique qui se fait dans certains pays où quand la jeune fille n'a pas encore l'âge d'avoir les seins, pour eux, elle doit avoir au moins entre 13 à 15 ans avant que ces seins ne se développent. Donc, quand elle a moins, il y a des pratiques selon les pays. Au niveau du Togo, ils utilisent la spatule qu'on utilise pour faire le foufou et le racloir, je ne sais pas si tu connais, pour lui, est-ce que je dirais écraser, ils essaient d'appuyer le sein pour que la glande mammaire rentre de nouveau. Donc ça se fait tôt le matin. C'est une tante qui doit le faire. Elle appelle la jeune fille, puis elle lui fait ça jusqu'à ce que ça ne s'aplatisse de nouveau. Et souvent, ce qui est dit à la jeune fille, c'est que c'est pour que ses seins sortent mieux plus tard, parce qu'elle aura trop de seins, c'est pas encore le moment. Mais la vraie raison, c'est pas ça. C'est justement pour ça que j'ai fait le documentaire, pour pousser un peu plus loin le truc, faire mes enquêtes. Et j'ai eu la chance de voir des gens qui le font encore au Togo et qui trouvent ça normal. Donc, il y a par exemple une dame qui m'a expliqué qu'il faut le faire parce que c'est pour éviter les grossesses précoces. C'est pour éviter qu'elles provoquent les hommes. J'ai parlé avec certains médecins qui m'ont expliqué aussi que parfois tu peux voir des enfants qui viennent, qui ont des séquelles au niveau des seins, mais elles ne trouvent pas que ce soit un problème. Pour elles, c'est normal et c'est pour leur bien. C'est pour que leurs seins sortent de façon plus magnifique et tout. Mais il y en a aussi que plus tard, elles ont des problèmes. J'ai pu interviewer une dame qui est aujourd'hui mariée, qui a 2 enfants et qui garde des séquelles, que ce soit physiques ou psychologiques. Ses seins ne sont plus vraiment développés. Elle a une griffe de petits seins.
Et elle dit avoir beaucoup de douleurs au niveau du sein gauche, je pense. Et elle pense que c'est à cause de ce qu'elle avait vécu quand elle était petite. Elle a eu beaucoup de difficultés à en parler à son mari. Son mari aussi nous a permis... il était là et il nous a donné ses impressions aussi. Donc elle a eu beaucoup de difficultés à parler de ça à son mari. Et c'est quelque chose qui la touche énormément aujourd'hui. Et durant l'entrevue, la petite histoire, c'est que durant l'entrevue, sa belle-mère a comme dénoncé les faits et elle a dit qu'elle aussi avait vécu ça. Donc c'était comme une surprise pour tout le monde. Et ouais, c'est un peu ça. Ce film aussi a fait le tour. Ça a fait quand même des festivals. J'ai reçu le prix du meilleur documentaire au niveau national, au niveau du Togo, pour le Clap Ivoire. J'ai reçu le prix du meilleur court-métrage au niveau du Recico au Bénin, le prix du meilleur court-métrage au Fest Zambie, c'est un festival en Zambie. Puis ça continue de faire le tour. Ça, ouais, on a quand même fait beaucoup de festivals et on continue de le faire. Et tu parlais de repassage plus tôt, est-ce que c'est offert? Le repassage non, quand je parle de repassage, c'est qu'ils aplatissent vraiment le sein. Au niveau du Togo, comme je t'ai expliqué, c'est ça. Mais au niveau du Cameroun, par exemple, ça se fait avec le pinon qu'on utilise pour faire le foufou, pas le foutou, pour piler le foufou. Et la pierre chaude. Ils mettent la pierre chaude sur le feu qu'ils enroulent avec un pain pour vraiment... Donc c'est chaud. C'est brûlant et ça laisse des hématomes, je dirais, oui, sur la peau de la jeune fille. Donc, chaque culture a son truc. Ma distributrice, elle s'appelle Oumou, justement, de Wao Kumba Film au Sénégal. Quand je lui ai montré le film, quand je lui ai parlé du repassage des seins, elle se demandait, mais c'est quoi? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Puis, quand elle a vu le film, elle a dit, mais je connais ça. Ça se fait aussi ici au Sénégal. Puis c'était la même chose pour moi. L'idée m'est venue à travers une vidéo que j'ai vue sur TikTok. À l'époque, c'est une dame qui est en France, une Camerounaise, qui a fait une vidéo pour dénoncer ça. Et elle était en pleurs et tout. Elle a parlé du repassage des seins. Je me suis dit, le repassage des seins en Afrique, je n'ai jamais entendu ça. Puis j'en ai parlé à des proches. Ma soeur, une de mes amies, elles m'ont dit oui. Par exemple, ma copine, elle m'a dit oui, qu'elle a vécu ça. C'est là où elle m'a expliqué que quand on était petite, on nous disait souvent d'attacher le pain fort au niveau de la poitrine, sinon tes seins vont vite sortir et tout. Et je me souviens que j'avais fait ça aussi. Donc je ne savais même pas que c'était de ça, qu'il s'agissait, que c'était autant sérieux. Donc c'est comme ça que je suis partie sur cette thématique. Il me semble que tu as également été Miss. Oui. C'est ça? Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Comment ça s'est passé? J'ai toujours eu le rêve d'être Miss. Ça fait que j'ai fait beaucoup de concours de beauté, mais j'ai jamais été Miss. J'ai fait beaucoup de concours, par exemple au niveau de Miss Bénin. J'ai été à 2 reprises première dauphine au niveau régional. Au niveau du Togo, j'ai été parmi des 12 finalistes de Miss Togo. Avant ça, j'ai fait Miss BTS où j'ai été dauphine. J'ai fait beaucoup de concours Miss. Mais c'est vrai que du côté du Togo, beaucoup de personnes m'ont connue à cause de ça. Parce que c'est quelque chose qui a été quand même assez médiatisé, puis les gens ont gardé ça. Et qu'est-ce qui te manquait à chaque fois pour gagner la première place? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que j'ai toujours donné le maximum de moi-même. Mais il faut dire que je suis quelqu'un de très réservé aussi. Donc, j'ai toujours été comme à ma place. Et j'attendais pas de ce que je dirais favoritisme. J'attendais rien de personne. Je donne ce que j'ai à donner au niveau du public. Puis c'est ça. Il n'y avait rien derrière. Donc, je pense que j'ai donné mon maximum à chaque fois, tout en restant droite dans mes bottes.
Et qu'est-ce que tu penses des concours de beauté? Est-ce que c'est un engagement réducteur pour la femme ou est-ce que c'est un engagement féministe? Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Euh, Honnêtement, je pense que ça dépend de chacun. Comme moi, par exemple, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Donc, c'était comme un rêve pour moi. Et je le faisais pas pour m'affirmer ou... euh, et je ne le faisais pas non plus en m'attendant à ce que le public, à ce que les gens penseront de moi plus tard. Donc, je l'ai vraiment fait en me disant, ok, j'ai envie de le faire, je le fais, puis je pourrais dire que je l'ai fait dans ma vie. Maintenant, pour les autres, je sais vraiment pas. Donc, je ne pourrais pas te donner un avis précis sur ça. Est-ce que participer à ce genre de concours, ça signifie de soi que l'on se trouve belle ou que l'on cherche à se trouver belle? Justement, non. Moi, quand j'allais, c'est comme je t'ai dit, c'était comme un rêve pour moi. Puis j'ai compris qu'il y avait des projets qu'on peut défendre. Et j'y allais aussi, surtout pour ça. Je suis quelqu'un quand même qui a une belle diction, sans me vanter. Et je m'exprime bien. Donc, et puis, j'ai pas froid, j'ai pas peur du public. Donc, quand je m'exprimais correctement, je défendais mes projets, puis j'étais là pour moi, puis c'est ça, qu'on me trouve belle ou pas, ça m'intéressait pas. Donc, je pense que la beauté, c'est physique et aussi intellectuel. Pour aller à ce genre de concours, il faut se dire que c'est pas seulement le physique qu'ils vont regarder, ils vont aussi regarder ce que tu as dans la tête, ce que tu as à leur proposer. Et toi, est-ce que tu te trouves belle? Oui. Oui, je me trouve belle. Oui. Et qu'est-ce que c'est la beauté pour toi? Juste à titre personnel. Je me trouve, la beauté, je trouve que, comme je te l'ai dit, c'est physique et intellectuel. Mais il y a des personnes... Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Pas forcément physiquement, qu'est-ce que tu aimes? J'aime ma détermination. Je pense que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment osé. Pour la petite histoire, le Canada, c'est moi-même qui ai fait toutes les démarches, tout jusqu'au visa avant de former ma famille. Donc, c'est parce que je le voulais. J'ai travaillé dur. Quand j'étais responsable média, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai essayé, ça m'a pris comme 2 ans et plus. Et quand j'ai eu mon visa, j'ai montré à ma famille que voilà. Mais beaucoup de personnes pensent que ça vient de ma famille, mais non. Et aussi, pour mes premiers voyages, que ce soit en Europe et autres, quand j'ai commencé par faire mon film, il y a plusieurs personnes qui n'y croyaient pas. Quand j'ai dit que j'irai à la prison civile de Lomé avec la caméra, que je vais filmer, ils m'ont dit mais il y a des prisonniers politiques qui va te permettre d'aller là-bas, il y a tel, il y a tel. Mais non, j'irai. Et je l'ai fait. Donc je pense que j'aime ma détermination en premier, j'ai confiance en moi-même. Puis physiquement, j'aime ma taille. Et ouais, c'est ça. Est-ce que le fait d'avoir rasé tes cheveux, c'était un message politique ou juste un message esthétique? Ou pas de message du tout? Pas de message. Honnêtement, j'étais juste fatiguée de me tresser. J'étais juste fatiguée de me tresser, puis j'ai essayé ça. Et ça a été accepté dans ta famille? C'était pas... Ah, mais Ça dans ma dépend. famille, je suis quand même quelqu'un d'assez spécial. Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, même si on me dit, oh non, ça te va pas, je dirais, oh, ben moi, je me trouve belle. C'est ça. Ma mère m'a dit, c'est encore quoi ça, quand tes cheveux, comme les mamans africaines. Elle m'a dit, mon Dieu, j'espère que tu vas pas amener ça en Afrique. Quels sont tes prochains projets, tes futurs rêves? Finir mon DESS. Essayer de me faire une place ici pour avoir de l'expérience dans le journalisme ici au Canada.
puis rentrer en Afrique pour travailler aussi pour mon pays, pour mes deux pays. Et à quoi tu penses pour tes deux pays? Au niveau du journalisme, je pense qu'il y a du travail à faire. Il faut une certaine remise à niveau. Ouais, mais je pense que je vais travailler dans ce sens-là. Les chaînes de télévision au Togo et au Bénin, bon, au Bénin, ils essayent encore, mais je pense qu'il y a du travail à faire. S'ils veulent bien, on va travailler ensemble. Et ce travail à faire, c'est au niveau du matériel, des sujets? Au niveau du matériel, au niveau du personnel lui-même, des journalistes, au niveau de la présentation, il y a beaucoup de choses à faire. De traitement des sujets. Et tu vas t'inspirer de l'Amérique donc pour le faire en Afrique? Je vais m'inspirer de ce que j'ai appris concernant le journalisme ici. Et qu'est-ce que tu as appris de plus ici que tu ne savais pas au Togo ou au Bénin? Il y a beaucoup de choses. Comme il y a différentes sortes de journalisme ici. Par exemple, si je prends le journalisme de solution, c'est quelque chose qu'on pourrait exploiter en Afrique. On est tout le temps là à dénoncer. Si ça ne va pas dans le sens de ci, c'est que ça doit aller dans le sens de ça. Et puis on se cache derrière la ligne éditoriale de telle chaîne ou telle autre chaîne. Je me souviens que j'ai travaillé dans une chaîne de télévision où durant les élections, il ne fallait pas couvrir la campagne de tel candidat. Parce que tel candidat est avec nous. C'était comme... Je trouve pas ça... je trouve pas que ça respecte les normes journalistiques. Et au lieu de dénoncer à chaque fois, on pourrait aussi exploiter le journalisme de solution qui parle du problème et qui propose des solutions. Et il y a d'autres choses aussi. Mais en particulier, ça me parle. Est-ce que la manière dont les journaux occidentaux dépeignent l'Afrique, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou avec lequel tu es plutôt d'accord? La manière dont ils dépeignent l'Afrique, c'est-à-dire? Tu parlais souvent du fait que l'on dénonce des choses en Afrique mais que l'on ne solutionne pas forcément. Est-ce que tu as l'impression qu'on dépeint une Afrique misérable, miséreuse, plutôt que d'une Afrique innovante, intelligente? Mais aujourd'hui, avec les réseaux, ce dont je parlais surtout des médias africains. Je parlais pas de l'Occident. Mais maintenant que tu vis en Occident, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils font de l'Afrique en termes d'information? Autrefois, j'aurais dit oui. Ils dépeignent l'Afrique de façon très injuste. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui, tout a changé. C'est rendu ridicule qu'on se lève et qu'on dise en Afrique, les gens sont affamés, il n'y a rien, on vit dans les arbres et tout. Va sur TikTok, tu verras. Tape sur TikTok, Togo, Bénin ou Sénégal ou whatever. Tu verras si c'est vrai ou pas. Si y a des enfants qui ont besoin que tu leur donnes $1 ou whatever. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, beaucoup de choses ont changé. Je pense que tout le monde est beaucoup plus focus sur ses objectifs politiques dans chaque pays. Et avec ce qui se passe avec l'Amérique, Donald Trump, je pense que les gens sont beaucoup plus focus sur eux. Les pays sont beaucoup plus focus sur eux. Est-ce que Donald Trump au pouvoir, une nouvelle fois, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que toi, ça t'effraie? Pour l'Afrique ou pour l'Afrique? Moi, Oui, pour toi personnellement, mais je pensais notamment à l'Afrique. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir de lourds impacts? Mais ça a commencé déjà avec ces décisions. Ça a commencé avec ces décisions qui touchent tout le monde. Mais l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus comme il y a quelques années de cela, 10 à 20 ans. Je pense qu'il a même sorti une décision récemment par rapport aux Lesotho et ils ont répliqué de façon dure aussi. Donc, non, ça ne m'inquiète pas plus que ça. On est déjà, excuse-moi, dans notre merde et on assume. Et on assume, donc les choses évoluent quand même. Les choses évoluent. Les pays africains sont en plein changement. Et ouais, je dirais que j'ai
pas pour autant peur parce qu'on a toujours subi. On est rendu habitué, on s'adapte et on change les choses à notre niveau. Est-ce que tu te considères plus afro-positive ou afro-sceptique? Ni l'un ni l'autre, honnêtement. Est-ce que je peux éviter certaines questions? Bien sûr. Tu veux qu'on passe à un autre sujet? Oui. Très bien. Qu'est-ce que la grande Henriette pourrait dire à la petite Henriette, pardon? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Quel âge as-tu? 32 ans. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à 32 ans que tu ne savais pas avant? Qu'est-ce que tu dirais à ton petit toi? Je dirais à la petite Henriette de se faire confiance, de ne pas se laisser affecter par quoi que ce soit, de faire moins confiance aux gens et de rester vraiment focus sur ses objectifs parce que ça va donner, il faut la discipline, la confiance en soi pour avancer. Et tu es fière de toi aujourd'hui? Oui, je sais qu'il y a du travail à faire, mais je suis à un niveau où, ouais, je sais que beaucoup de personnes ne m'ont jamais imaginé là. C'est comme la petite fille orpheline qui a vu sa mère être jetée de chez elle sans rien, qui s'est retrouvée quand même à ce niveau, qui vit aujourd'hui au Canada, qui s'est battue, qui n'a jamais laissé tomber. Même ma mère est étonnée. Même ma mère est étonnée de moi très souvent. Elle le dit, elle dit, ah mais on est là, moi je suis là avec toi, puis toi tu as des projets de voyage et je sais même pas. Chapeau. Et quels seraient tes derniers mots? Ben, je te remercie. Merci pour cette entrevue qui m'a plongée dans mon passé et qui me laisse avec quelques questions encore. Et le meilleur reste à venir. Merci infiniment, Henriette. Merci. À bientôt.